Le garçon a apporté son ours en peluche. À l'intérieur se trouvait un microphone qui a tout révélé lorsque Micah Reynolds, 12 ans, entra dans la salle d'audience, serrant dans ses bras un ours en peluche usé par les intempéries. Le silence au palais de justice du comté de Jefferson était lourd et posé, comme le calme avant une tempête. La salle elle-même, toute de colonnes de marbre froid et de bancs en acajou poli, semblait s'offusquer de sa présence. Les flashs d'un mur de journalistes jaillirent en éclats d'un blanc stérile, illuminant la silhouette menue du garçon et ses yeux écarquillés et scrutateurs. Personne n'éteignit son appareil photo. Personne ne baissa la voix. Personne ne le traita comme un enfant. Ils avaient déjà choisi leur camp, et aucun ne pencha vers le garçon qui avait osé pointer un doigt tremblant vers le pouvoir. Micah traversa la galerie d'un pas rapide, mais assuré. Ses doigts serraient l'ours en peluche contre sa poitrine, non pas par peur, mais avec l'étrange et tranquille détermination de quelqu'un qui avait déjà trop perdu pour avoir peur. Tous les yeux suivaient ses mouvements. Certains étaient emplis de curiosité, d'autres de suspicion. Quelques-uns exprimaient une sympathie silencieuse, mais ils constituaient une rare minorité dans un océan de jugement à peine voilé. Son père, Jordan Reynolds, marchait à ses côtés, telle l'ombre menaçante d'un homme qui semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Son costume bleu marine, autrefois impeccable, avait perdu ses bords tranchants, froissé à force de dormir sur les bancs du tribunal, d'arpenter les couloirs de l'hôpital, de passer des nuits dans son camion rouillé, sans avoir nulle part où aller. Ancien marine, ayant troqué ses bottes de combat contre une serpillière de concierge à l'hôtel de ville, Jordan marchait désormais d'un pas mesuré, celui d'un homme épuisé mais inébranlable. Son visage portait le poids de celui qui devait choisir entre protéger son enfant et préserver le peu de dignité qui lui restait, et qui avait choisi son enfant sans hésitation. C'est Jordan qui avait porté plainte. Ni l'école, ni l'administration, ni la soi-disant unité de protection de l'enfance. Non, ils avaient tenté de l'enterrer, de l'envelopper dans des formalités administratives et des rapports confidentiels que personne ne lisait. Mais Jordan avait trouvé le courage de faire ce que tous les autres refusèrent de faire. Il avait rendu l'affaire publique, nommé des noms, brisé tous les ponts derrière lui, le nom qu'il avait prononcé, celui qui faisait reculer même les avocats les plus audacieux, était celui de Gregory Maddox, un fonctionnaire scolaire très respecté, protégé par 2 décennies de récompenses et d'éloges publics. Un homme qui, sous les photos brillantes et les discours civiques, détenait un pouvoir sinistre. Car Gregory Maddox était le frère cadet d'Elias Maddox, le gouverneur de l'État en exercice. Et dans le comté de Jefferson, accuser un Maddox n'était pas seulement audacieux, c'était un suicide politique. Jordan a vite retenu la leçon. Le lendemain du dépôt du rapport de police, il a été licencié, sans motif. 2 jours plus tard, son bail était résilié, pour une clause qui n'avait jamais eu d'importance auparavant. Puis vinrent les arrestations, une pour flânerie dans un bâtiment gouvernemental, une autre pour trouble à l'ordre public. Les 2 chefs d'accusation disparurent après une nuit en cellule, remplacés par de vagues avertissements et des regards muets de personnes qui, soudain, firent comme si elles ne le connaissaient pas. Mais Jordan ne s'arrêta pas. Il se trouvait maintenant dans la salle d'audience 2B, face à un mur de costumes et de pouvoir. Le juge Delmar Crane présidait l'affaire, un homme dont le nom était murmuré dans les couloirs de la politique de l'État comme une histoire de fantôme. Delmar avait une réputation efficace, sévère et entièrement acquis aux intérêts qui animèrent ses campagnes de réélection. Ses décisions semblaient toujours favoriser les personnes influentes et il savait exactement de quel côté il était. Son regard se posa sur Jordan, s'y arrêta une demi-seconde avant de passer à autre chose. Ils ne se revoyèrent plus. De l'autre côté de la salle était assise la défense, à leur table alignée une demi-douzaine d'avocats en costumes anthracites assortis, boutons de manchettes impeccablement cirés et bloc-notes sur lesquels ils n'écrivaient presque jamais. Leur présence était surtout performative. Ils n'étaient pas là pour débattre de la vérité
Ils étaient là pour l'écraser sous le poids des procédures et des failles, pour gagner du temps jusqu'à ce que l'histoire disparaisse de l'intérêt public. Micah resta assis, immobile, balançant légèrement ses jambes au-dessus du bord de la chaise trop grande pour lui. L'ours en peluche reposait sur ses genoux. Il ne se tortillait pas, il ne gigotait pas. Appelé à témoigner, il se leva avec la même assurance prudente et se dirigea vers la barre. La salle retint son souffle pendant sa prestation de serment. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était douce mais claire, sans tremblement, sans hésitation. Il leur raconta ce qui s'était passé, que Gregory Maddox l'avait invité à plusieurs reprises dans son bureau sous prétexte de mentorat, que des choses s'étaient produites dans cette pièce, des choses qui avaient rendu Micah malade, honteux et effrayé, qu'il avait essayé d'en parler à quelqu'un, mais que le conseiller avait dit que c'était un malentendu, que le proviseur avait qualifié cela de réaction excessive. Micah expliqua comment Gregory lui avait dit que personne ne croirait un élève de West End Projects plutôt qu'un élève comme lui, que son frère dirigeait l'État et qu'un seul coup de fil pouvait effacer tout ce que Micah avait dit. Il a dit que son frère était gouverneur. Ça veut dire qu'il peut tout faire. Des halètements et des murmures parcoururent la salle d'audience, comme le vent emportant des feuilles sèches. Le juge Delmar frappa une fois son marteau, non pas par indignation, mais pour contenir sa performance. « Laissez le garçon finir, » dit-il, bien que son ton manquât de sincérité. Au dernier rang, presque oublié par la foule de la galerie, deux hommes en costume noir impeccable se levèrent et sortirent discrètement. Ils étaient du département de l'éthique publique, même si personne ne remarqua les petites épingles argentées à leur revers. Ils n'étaient pas venus observer la justice. Ils étaient venus sonder l'atmosphère, pour rendre compte de la réaction du public si l'affaire prenait telle ou telle tournure. Car 2 semaines plus tôt, un autre homme avait tenté de se manifester. Un lanceur d'alerte, Ethan Maris, qui travaillait au bureau d'audit budgétaire de l'État. Il avait compilé un dossier numérique de courriels, de livres comptables et de notes internes révélant un système de versement de fonds vieux de plusieurs années pour dissimuler les allégations contre Maddox. Il avait prévu une conférence de presse. Mais la veille, il avait disparu. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée près de la route 92, son téléphone effacé, les documents disparus. L'histoire avait été étouffée sous les gros titres concernant une nouvelle proposition fiscale et un scandale People. Mais Jordan n'avait pas oublié. Il croyait que s'ils entendèrent simplement Micah parler, le jury verrait la vérité. Ce que Jordan ignorait, c'est que son fils s'était déjà préparé à cela. Cet ours en peluche burinée que Micah serrait, celui aux yeux dépareillés et à l'oreille déchirée, l'avait accompagné à chaque instant, y compris lors de sa dernière visite au bureau de Maddox. Ce que personne dans la salle d'audience ne réalisait, pas même la défense, ni le juge silencieux, c'est que dans le dos recousu de l'ours se trouvait un minuscule appareil d'enregistrement, ni posé par Jordan, ni donné par un détective. Micah l'avait fait lui-même après avoir regardé une vidéo YouTube expliquant comment attraper un menteur. Le garçon n'avait pas seulement apporté un témoignage, il avait apporté des preuves, et ce n'était qu'une question de temps avant que l'ours ne parle. Mais pour l'instant, la salle d'audience restait suspendue dans son théâtre silencieux de bienséance. Personne ne vit le tremblement au coin des lèvres du juge Delmar. Personne ne remarqua la sueur qui perlait aux tempes de l'avocat principal de la défense. Il croyait encore maîtriser la situation. Mais la vérité était déjà dans la salle, blottie discrètement dans les bras d'un petit garçon courageux qui n'avait jamais cessé de croire que quelqu'un l'écouterait. Le lendemain matin, un silence planait sur le palais de justice, tel un nuage d'orage refusant d'éclater. La nouvelle de la fuite audio s'était répandue plus vite qu'une traînée de poudre. Les manifestants étaient maintenant alignés sur les marches de marbre du palais de justice suprême du comté de Jefferson, leurs pancartes hautes et leurs voix plus fortes que les jours précédents. Des quarts de reportage envahissaient le quartier, des câbles serpentant sur les trottoirs,
des journalistes réclamant des nouvelles à travers des microphones grésillants. Certains étaient venus pour la justice, d'autres pour le spectacle. À l'intérieur, la tension s'enroulait autour de Jordan Reynolds comme des barbelés. Il se tenait près de l'entrée du tribunal, scrutant la foule à la recherche d'un visage familier. Desmond était introuvable. Il n'avait pas répondu à son téléphone depuis minuit. Mauvais signe, pensa Jordan, mais pas surprenant. Dès que les dossiers furent rendus publics, Desmond devint lui aussi une cible. Jordan serra la main de Micah. Le garçon leva les yeux vers lui, le même ours en peluche blotti sous son bras, aussi calme qu'au premier jour. Mais quelque chose brilla dans son regard, de la méfiance peut-être, ou de la détermination. Le tribunal s'est réuni en retard. Des retards, disait-il. Des problèmes techniques, affirmait-il. Mais Jordan savait que ce n'était pas le cas. Le système piétinait. Il s'assit, ignorant les regards en coin, le bourdonnement des murmures effleurant ses oreilles. De l'autre côté de l'allée, Gregory Maddox était assis avec son équipe de défense, le visage impassible. Ni ébranlé, ni effrayé, mais préparé. Son expression n'avait pas changé depuis le début, même maintenant, lorsque la vérité avait enfin éclaté au grand jour. Cela n'en renforça que la certitude de Jordan. Ces hommes ne jouaient pas la défensive. Ils attendaient que la machine nettoie leurs bêtises. Le juge Delmar Crane entra, sa robe ondulante, tandis qu'il s'approchait du banc avec la raideur d'un homme qui soigne de vieilles blessures et d'anciens secrets. Il ajusta ses lunettes et s'éclaircit la gorge comme s'il se préparait à un sermon. La suite fut loin d'être aussi glorieuse. Il annonça qu'en raison de la découverte de enregistrements non authentifiés et obtenus illégalement, le procès serait reporté indéfiniment dans l'attente d'un examen officiel par le comité d'éthique de l'État. Il qualifia cela d'une question d'intégrité procédurale. Jordan l'entendit pour ce qu'il était, une suffocation bureaucratique. Les murmures se transformèrent en indignation. Une femme au dernier rang cria que le juge protégeait des monstres. Quelqu'un d'autre lança un journal roulé. Les huissiers se précipitèrent pour contenir l'agitation, mais il était trop tard. La foule avait goûté à la vérité, et le tribunal tentait de la recracher. Jordan ne parla pas. Il ne broncha pas. Il se contenta de regarder droit devant lui, la mâchoire serrée, les muscles tendus comme s'il était encore sur le champ de bataille. Micah était assis à côté de lui, silencieux, immobile. L'ours était sur ses genoux, petit gardien dans une guerre qu'il n'avait jamais demandé à mener. Personne n'osait le lui prendre maintenant. Ce soir-là, Jordan se retrouva dans la chambre de motel bon marché qu'il avait considérée comme son foyer pendant 3 semaines. Le papier peint se décollait au coin. Une odeur de moisi flottait dans l'air. Il s'assit au bord du lit, le ronronnement du réfrigérateur étant la seule musique qui accompagnait son épuisement. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de fureur, celle qu'il avait appris à ravaler en tant que soldat. Maintenant, elle bouillonnait trop près de la surface. Micah dormait dans le lit d'à côté, recroquevillé sous une fine couverture, serrant toujours l'ours dans ses bras. Jordan regardait sa poitrine se soulever et s'abaisser. Comment se faisait-il, se demandait-il, que son fils supporte le poids de ce monde avec plus de grâce que la plupart des hommes 2 fois plus âgés que lui? Un coup frappé à la porte le fit sursauter. Il se leva rapidement, prudemment, jetant un coup d'œil par le Judas. C'était Desmond. Son apparence était pire que dans ses souvenirs. Barbe mal rasée, yeux injectés de sang, manteau trempé par la tempête. Il entra sans un mot, secoua la pluie et posa une clé USB sur la table de nuit. Jordan le ramassa. « Voilà le reste », murmura Desmond. « Des emails, des relevés bancaires, des relevés téléphoniques, ça relie Maddox au bureau du gouverneur. Directement. » Jordan ne demanda pas comment il l'avait obtenu. Il n'en avait pas besoin. Desmond avait toujours su trouver ce que les autres enterraient. Mais Desmond n'en avait pas fini. Il avertit Jordan que l'enquête contre lui était plus qu'une simple façade. De véritables accusations étaient en préparation. Obstruction, surveillance illégale et même mise en danger d'enfant pour avoir permis à Micah de porter le micro. Il venait pour le sang, pas pour l'effrayer.
pour faire de lui un exemple. Jordan resta éveillé cette nuit-là, longtemps après le départ de Desmond. Il ne dormit pas. Il ne put pas. Il ouvrit les dossiers, parcourut les documents d'une main tremblante. Des virements bancaires depuis des comptes offshore, des sociétés écrans utilisées pour blanchir les fonds publics, des notes manuscrites sur du papier à en-tête de campagne. Chaque page était un clou de plus dans un cercueil que quelqu'un d'autre construisait pour lui. Mais il s'en fichait. Il ne fuirait pas. Il ne se tairait pas. Au lever du soleil, l'histoire avait atteint les chaînes nationales. Non seulement l'audio, mais aussi les documents, les noms, les montants. Les présentateurs de tout le pays s'illuminaient de phrases comme « corruption systémique » et « dissimulation au plus haut niveau ». Les commentateurs débattaient de la légalité, du timing, de la juridiction, mais Jordan n'avait pas besoin de leur analyse. Il détenait l'essentiel, la vérité. En milieu de matinée, les manifestants doublèrent. Des bus entiers arrivèrent des villes voisines. Enseignants, parents, anciens combattants, membres du clergé, tous indignés, tous las de voir les puissants effacer leurs crimes. Jordan ne les menait pas. Il n'était pas obligé de le faire. Il se tenait silencieusement sur les marches du tribunal, Micah à ses côtés, tenant la main de son fils, tandis que des chants résonnaient dans l'air. À l'intérieur du tribunal, la panique avait remplacé le protocole. Le procureur tenait des réunions d'urgence. Le juge avait fait appel à une sécurité privée. Les avocats de Maddox déposèrent des requêtes en annulation de l'affaire. Mais le tribunal n'avait plus le contrôle du récit. C'était le peuple. C'est alors que survint le dernier rebondissement de la journée. Le département de l'éthique publique, dont les agents s'étaient autrefois infiltrés dans la salle d'audience sans se faire remarquer, publia une déclaration publique. Avec effet immédiat, une enquête fédérale indépendante serait lancée contre le bureau du gouverneur et tous les fonctionnaires affiliés, y compris Gregory Maddox. Ce n'était pas encore la justice, mais c'était le mouvement. De retour au motel, Jordan s'autorisa enfin à respirer. Juste une fois. Une longue et profonde inspiration. Il regarda Micah tracer des formes dans la buée sur la vitre. Le garçon se retourna et demanda si l'ours allait bien maintenant. Jordan ne répondit pas tout de suite. Il regarda l'ours, déchiré à la couture où l'enregistreur avait été caché, sa fourrure maculée par des semaines de silence. Il dit à Micah que l'ours avait fait quelque chose de courageux, quelque chose qui aiderait beaucoup de gens. Micah sourit faiblement et se tourna vers la vitre, et Jordan comprit quelque chose. Ils n'avaient pas seulement démasqué un homme, ils avaient démasqué un système, et même si les rouages étaient lents, même s'ils avaient essayé de les écraser pour l'obtenir, la première fissure s'était formée. La vérité était éclatée. Et maintenant, le monde devait la regarder en face. Ce qui se passa ensuite ne fut pas diffusé. Cela se déroula loin des caméras et des gros titres, derrière des portes lambrissées de chaînes où le pouvoir circulait sans surveillance. Dans une suite d'un gratte-ciel entouré de vitres par balles, le gouverneur Gregory Maddox arpentait les rues en cercle serré. Ses yeux, injectés de sang et écarquillés, étaient fixés sur l'homme assis en face de lui, le procureur général Vernon Cade. L'enregistrement avait explosé comme une bombe, balayant l'État avec une fureur que même Maddox n'avait pas prévue. Aucun démenti n'était assez fort, aucune déclaration assez polie pour étouffer ce qui s'était déjà répandu. Une douzaine de noms, sénateurs, responsables de l'éducation, donateurs de campagne, tous mêlés à un tourbillon de corruption, de dissimulation et de violence chuchotée. Si les tribunaux accordaient un poids juridique à cet enregistrement, le gouverneur savait ce qui s'ensuivrait. Inculpation, disgrâce et la fin de sa dynastie. La voix de Cade était froide, trop calme pour le moment. Il proposait une solution, claire et cruelle. Damon Carter serait présenté comme un voyou, un ancien agent de renseignement désabusé qui s'immisçait dans des conversations privées. Jordan, présenté comme un père désespéré ayant mis en scène le traumatisme de son propre fils pour attirer la sympathie et l'influence. Quant à l'ours,
Il serait présenté comme un outil de coercition, manipulé en preuve pour influencer l'opinion publique. Cade promettait des résultats. Il suffirait de quelques signatures, de quelques articles dissimulés et d'un ou deux fonctionnaires compromis prêts à appuyer sur la gâchette. Maddox acquiesça d'un hochement de tête qui dissimulait à peine sa peur. En quelques heures, tout commença. Desmond Carter fut arrêté au cœur de la nuit, sans mandat d'arrêt. Détention fédérale, pas de caution, pas de visite. L'arrestation se déroula discrètement, enregistrée au titre des dispositions de sécurité nationale. Son nom fut effacé des archives en ligne en une journée. Pendant ce temps, Jordan, revenant d'une course nocturne à l'épicerie, trouva son allée bloquée par 3 voitures de patrouille. Les policiers affirmèrent qu'il avait provoqué une altercation physique lors d'un contrôle de routine. La bagarre fut brève et mise en scène, mais suffisante pour qu'il soit inculpé de résistance à l'arrestation et placé en résidence surveillée. Il savait qu'il valait mieux ne pas discuter. Même s'il lui serrait le moniteur autour de la cheville, son esprit s'emballait, non pas par peur, mais par stratégie. Micah ne s'en sortit pas mieux. Un psychologue pour enfants commis d'office arriva sans prévenir le lendemain matin. Micah fut emmené dans un centre de protection de l'enfance pour une observation préliminaire, sans avertissement, sans explication. Juste une note pliée, laissée sur la table de la cuisine, indiquant que le tribunal avait ordonné une évaluation pour s'assurer qu'il n'avait pas été coaché ou contraint. Jordan fixa longuement la note, tremblant de rage, mais trop épuisé pour crier. Il savait de quoi il s'agissait. Il le démantelait morceau par morceau. Le procès fut suspendu. Le juge Delmar Crane ordonna une suspension, affirmant que le tribunal avait besoin de temps pour évaluer l'intégrité des preuves présentées et examiner les menaces externes à l'indépendance judiciaire. Un jargon juridique pour tout enterrer. Les jours passèrent, puis les semaines. Les gros titres retombèrent, les manifestants se dispersèrent. L'attention du public, autrefois brûlante, se porta sur de nouveaux scandales. Le gouverneur Maddox réapparut brièvement pour couper un ruban à un mémorial aux anciens combattants, souriant aux caméras comme si de rien n'était. Mais Cade n'avait pas tenu compte de la clairvoyance de Desmond. Ce que Desmond savait, ce qu'il avait toujours su, c'est que la justice, pour avoir une chance de survivre, avait besoin d'une redondance, d'une assurance. Avant son arrestation, Desmond avait glissé un double de clé USB dans une enveloppe en papier kraft usée et l'avait posté à une adresse rurale de Géorgie, à l'adresse d'un nom désormais rarement évoqué dans les cercles juridiques, Silas Carter. Silas était le père de Desmond. Autrefois juge fédéral respecté, Silas avait pris sa retraite plus de 10 ans auparavant, désillusionné et las du monde. Le temps avait brouillé sa mémoire, et les premiers signes de démence s'insinuaient dans son esprit comme un brouillard au-dessus d'un champ de bataille. Mais lorsqu'il reçut l'enveloppe, lorsqu'il l'ouvrit avec des doigts arthrétiques et en écouta le contenu, quelque chose en lui remua. Ce n'était pas seulement la voix de son fils, c'était la voix de l'injustice qui revenait à la vie. Silas ne perdit pas de temps. Il a contacté un groupe de surveillance juridique connu pour sa capacité à publier sans crainte ce que les médias grand public refusèrent d'aborder. En quelques heures, les dossiers étaient entre leurs mains. Ils ont vérifié la chaîne de possession, les métadonnées, le contexte, puis ils ont rendu l'affaire publique. Cette fois, ce n'était pas une fuite, mais une déclaration. En moins de 48 heures, l'affaire a repris de plus belle. Des avocats des droits civiques de plusieurs États se sont réunis devant le palais de justice. Des juges à la retraite, dont beaucoup avaient travaillé avec Silas, ont accordé de rares interviews. Des défenseurs de la protection de l'enfance ont publié des déclarations condamnant les représailles de l'État. Les pétitions ont explosé en ligne. Justice for Micah a fait le buzz dans le monde entier. Les gens se souvenaient, les gens étaient en colère, et cette fois, le feu n'a pas vacillé. L'ours en peluche, qui semblait autrefois une idée secondaire, est devenu un symbole. Les manifestants portaient des ours en peluche ornés de rubans et ont défilé silencieusement dans le centre-ville. Une école de Détroit a organisé une manifestation où
les élèves ont déposé des peluches devant les bâtiments gouvernementaux. Des églises prêchaient la vérité et l'innocence. Des artistes peignaient des fresques murales. Une toile tendue sur un mur du tribunal montrait les petites mains de Mika tenant l'ours comme un bouclier. Le ministère de la Justice, confronté à une pression croissante, a annoncé une enquête d'urgence sur le système judiciaire de l'État. La réputation du juge Crane, autrefois intouchable, a commencé à s'éroder sous les rumeurs d'accords secrets et de liens personnels avec le gouverneur Maddox. Des rumeurs qui se sont rapidement transformées en témoignages. Des greffiers se sont manifestés. D'anciens assistants ont divulgué des documents. Crane, qui autrefois méprisait les avocats comme un lion au tribunal, évitait désormais complètement les journalistes. Jordan a été libéré de son assignation à résidence sans explication. Le tribunal a invoqué une erreur administrative. Desmond, toujours détenu au tribunal fédéral, a été discrètement transféré dans un établissement de sécurité inférieure après que 2 agents eurent confirmé anonymement la validité de ses enregistrements originaux. Cade, qui avait si méticuleusement orchestré cette campagne de diffamation, a été convoqué à Washington pour expliquer le déroulement des événements. Le sourire qu'il arborait à la télévision nationale a commencé à se fissurer, mais tout s'est joué lors d'une dernière journée au tribunal. Le juge Crane prit place, mais le monde avait déjà changé. Des caméras étaient alignées dans la galerie. La nation observait désormais. Ce qui avait commencé comme un murmure dans un couloir était devenu un grondement de tonnerre dans les couloirs de marbre. Cette fois, personne ne serait réduit au silence. Cette fois, la vérité avait des renforts. La salle d'audience était devenue un lieu de jugement, où la vérité ne pouvait plus être étouffée. Une commission fédérale de surveillance surveillait désormais le procès, veillant à ce qu'aucune autre manipulation ne puisse avoir lieu. Les caméras étaient autorisées à entrer, documentant ce moment historique aux yeux du monde entier. Delmar Crane, autrefois un pilier de l'autorité, paraissait désormais pâle et affaibli, son banc n'offrant plus la protection qu'il avait autrefois. L'ours en peluche, symbole inattendu de la vérité, était enfermé dans une boîte à preuves, son importance désormais incommensurable. Micah, toujours calme et déterminé malgré tout ce qu'il avait enduré, prit à nouveau la parole. Il fit écouter la cassette au tribunal lui-même, sa voix à peine audible dans l'enregistrement, tandis qu'il décrivait les atrocités que Maddox lui avait infligées. Ses paroles, bien que discrètes, portèrent le poids de 1000 voix réduites au silence, parlant au nom de chaque enfant qui avait souffert en silence. Il raconta comment Maddox l'appelait après l'école, comment les portes étaient verrouillées et comment Maddox l'avait convaincu que personne ne croirait jamais un pauvre enfant noir avec un concierge pour père. La salle d'audience retint son souffle. Journalistes, jurés et même les policiers à l'arrière baissèrent la tête, submergés par la vérité crue et sans phare. Les structures de pouvoir qui avaient tenté de protéger Maddox s'effondraient et la vérité avait enfin percé. Desmond, libéré sous protection fédérale, se présenta comme témoin de dernière minute. Son témoignage porterait le coup de grâce aux forces corrompues qui avaient tenté de protéger Gregory Maddox. Son corps était tendu, mais sa voix était assurée tandis qu'il vérifiait les enregistrements, la chronologie et les menaces. Ses paroles ne trahissaient aucune colère, seulement une fureur sourde et inébranlable qui ne témoignait pas d'une trahison personnelle, mais de la trahison d'un système qui n'avait pas su protéger un enfant innocent. Son témoignage transperça la salle d'audience comme un couteau, révélant la corruption au cœur du système. Les mots de Desmond rappelaient que la justice ne serait pas refusée, pas avec une voix aussi forte. Le poids de la corruption commença à se dissiper. Le brouillard oppressant qui avait si longtemps obscurci la vérité commença à se dissiper, et avec lui, l'influence de ceux qui l'avaient caché. Le témoignage de Desmond ouvrit la voie à la justice, révélant la terrible réalité d'un système qui avait permis à Maddox et à d'autres comme lui de prospérer bien trop longtemps. La salle d'audience n'était plus un lieu de pouvoir, elle était devenue un lieu de responsabilité. Et comme l'avait montré le courage de Micah,
Même la plus petite voix pouvait mettre à genoux les institutions les plus puissantes. Les conséquences furent rapides. Le gouverneur Maddox, incapable d'affronter plus longtemps l'opinion publique, démissionna le lendemain matin. Gregory Maddox, l'homme qui s'était cru intouchable, fut placé en détention. Le château de cartes s'était effondré. Le juge Delmar Crane, dont l'arrogance avait autrefois été sans limite, fut contraint à une retraite anticipée. Les hommes de pouvoir, autrefois intouchables, s'étaient effondrés sous le poids de la vérité. Jordan, le corps tremblant d'épuisement, s'agenouilla auprès de son fils, le cœur rempli de fierté et de soulagement. C'était Micah qui avait porté ce poids, qui avait révélé la vérité. Il murmura en larmes, la voix chargée de gratitude. « Tu les as tous sauvés, Micah, pas seulement toi. » Leur étreinte était un signe de réconfort et de reconnaissance, car le chemin avait été long et douloureux, mais il s'était soldé par une victoire. Des semaines plus tard, l'Assemblée législative de l'État adopta des projets de loi de réforme civile par une motion radicale, conséquence directe de l'affaire qui avait ébranlé les fondements de leur système. Une unité d'enquête spéciale fut créée pour éradiquer la corruption au sein du système judiciaire. Bien que le travail ne fût qu'à ses débuts, il marqua un tournant dans l'engagement de l'État envers la justice. Desmond, après avoir fait ce qu'il pouvait, retourna à sa vie paisible, conscient d'avoir contribué à ce changement. Pour Micah, la vie ne serait plus jamais la même. Il était devenu un symbole de courage, non seulement pour ce qu'il avait enduré, mais aussi pour ce qu'il avait accompli. Il fit don de l'ours en peluche à un musée, un petit jouet usé qui portait une vérité monumentale. En dessous, une plaque commémorative disait « Le garçon qui a porté la vérité au tribunal ». C'était plus qu'un simple ours. C'était un témoignage du courage d'un enfant qui avait refusé de se taire. En fin de compte, le système avait tenté de les enterrer, de taire la vérité. Mais l'ours avait parlé plus fort, et il avait accompli ce que personne n'aurait cru possible. Il avait révélé la vérité au monde.